25 décembre 1943. Pendant que le reste du monde célèbre Noël, que les familles se retrouvent autour de tables chaudes, que les enfants ouvrent leurs cadeaux à des milliers de kilomètres au nord du cercle arctique, dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. 1968 hommes naviguent vers leur mort. Ils ne le savent pas encore. Mais cette nuit-là, dans les eaux glaciales de la mer de Barents, l'un des navires de guerre les plus puissants de la Kriegsmarine va disparaître à jamais. Et avec lui, presque tous ceux qui l'habitaient. Voici l'histoire du Scharnhorst et des hommes qui ont combattu jusqu'au dernier obus. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir, du 25 décembre 1943, il faut d'abord comprendre ce qu'était le Scharnhorst. Lancé en 1936, le Scharnhorst est l'un des fleurons de la marine de guerre allemande. Un cuirassé de 38 000 tonnes, propulsé par des turbines à vapeur, capable de le propulser à plus de 31 nœuds, ce qui en fait l'un des navires de guerre les plus rapides de son époque, armé de 9 canons de 280 mm répartis en 3 tourelles triples. Il peut frapper des cibles à plus de 25 km de distance. Sa coque blindée peut encaisser des coups que la plupart des navires ne survivraient pas. Les marins britanniques l'ont surnommé le fantôme du Nord. Et ce soir, le fantôme sort de son repère. À la tête du Scharnhorst ce soir-là, le contre-amiral Erich Bey, 45 ans, officier de marine depuis l'adolescence, vétéran de la Première Guerre mondiale, commandant respecté, méthodique, froid dans ses décisions. Sa mission cette nuit-là est claire. Intercepter le convoi JW-55B, un convoi allié qui transporte du matériel vital vers l'Union soviétique, des munitions, des chars, des avions, des vivres, tout ce dont l'armée rouge a besoin pour tenir face à l'offensive allemande sur le front de l'Est. Bey est confiant. La tempête qui fait rage dans l'Arctique joue en sa faveur. Visibilité quasi nulle, mer déchaînée. Dans ces conditions, son navire est presque impossible à repérer. Et s'il rencontre de la résistance, il peut toujours semer ses poursuivants grâce à sa vitesse. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quelqu'un de l'autre côté de cet océan noir l'attend. À bord du HMS Duke of York, l'amiral Sir Bruce Fraser observe son écran radar en silence. Fraser a 55 ans, cheveux gris, regard calme, le genre d'homme qui ne hausse jamais la voix parce qu'il n'en a jamais besoin. Il commande avec une précision chirurgicale. Il anticipe, il calcule, il attend. Et ce soir, il attend depuis des heures. Les services de renseignement britanniques ont intercepté les communications allemandes. Ils savent que le Scharnhorst va sortir cette nuit. Ils savent qu'il va tenter d'intercepter le convoi JW-55B. Et Fraser a disposé ses forces en conséquence. D'un côté, 3 croiseurs légers envoyés protéger le convoi. De l'autre, son propre cuirassé, le HMS Duke of York, qui attend dans l'obscurité, parfaitement positionné pour couper la retraite du Scharnhorst vers sa base norvégienne. C'est un piège. Et Bey fonce dedans à 31 nœuds. Les premiers coups sont échangés à 9h30 du matin. Dans l'Arctique en décembre, 9h30 du matin, ça ressemble à minuit partout ailleurs. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a que ce noir permanent, cette obscurité totale que la tempête de neige rend encore plus épaisse. C'est dans ce noir que les croiseurs britanniques trouvent le Scharnhorst. Des obus éclairants déchirent le ciel. En une fraction de seconde, le navire allemand passe de l'invisibilité totale à une cible parfaitement illuminée au milieu de l'océan. Bey comprend immédiatement ce qui se passe. Il ordonne la retraite. Le Scharnhorst vire de bord à toute vitesse. Et c'est là que les choses commencent vraiment à mal tourner. Un obus britannique, tiré dans la confusion de ses premières minutes, frappe le Scharnhorst en plein sur son radar principal. En une seconde, le navire le plus rapide de la Kriegsmarine vient de perdre ses yeux. Imaginez ce que ça signifie. Naviguer à 31 nœuds, dans une tempête arctique, dans l'obscurité totale, sans radar. Bey ne sait plus où sont ses ennemis. Il ne sait plus ce qu'il attend devant. Il sait juste qu'il doit fuir vers le sud, vers sa base en Norvège, et qu'il est le plus rapide,
pense qu'il peut s'en sortir. Il ordonne la vitesse maximale. Le char North fend les vagues à toute allure, semant progressivement les croiseurs britanniques qui ne peuvent pas suivre sa cadence. Et pendant ce temps, dans l'obscurité, à quelques dizaines de kilomètres, Fraser regarde le point lumineux sur son écran radar et il attend encore. Sur le pont du HMS Duke of York, personne ne parle. Les hommes sont à leur poste depuis des heures, trempés, glacés. Les vagues de l'Arctique balaient régulièrement le pont. La température est bien en dessous de zéro. Le métal est recouvert d'une fine couche de glace, mais personne ne bouge. Personne ne se plaint. Parce que Fraser leur a dit ce qui allait se passer ce soir. Et ils savent que leur heure va venir. Distance, 30 milliards, 20 milliards. Les énormes tourelles triples de 356 mm pivotent lentement, cherchant leur angle. 11 milliards. Fraser donne l'ordre. Ce que les marins du char North voient en Maine à ce moment précis, personne ne peut vraiment l'imaginer. Ils ont fui pendant des heures. Ils pensaient avoir semé leurs poursuivants. Certains commençaient peut-être à croire qu'ils allaient s'en sortir. Et puis, le ciel s'illumine directement devant eux, pas derrière. Devant, le piège se referme par l'avant, et dans ce ciel illuminé, les éclairs massifs des canons de 356 mm du Duke of York. La première salve du cuirassé britannique traverse l'air pendant plusieurs secondes avant de frapper. Un obus de 356 mm. Ça pèse 720 et 1 kg. Ça voyage à plus de 750 mètres par seconde et ça traverse le blindage d'un cuirassé comme si c'était du carton. Le premier obus frappe la tourelle avant du char North. L'explosion est cataclysmique. La tourelle est détruite instantanément. Les hommes qui se trouvaient à l'intérieur n'ont aucune chance. Bay comprend en une seconde ce qui s'est passé. Il est pris en étau. Les croiseurs derrière, ce monstre d'acier devant. Il n'y a plus qu'une option, fuir vers l'est et espérer distancer tout le monde. Ce qui se passe dans les heures suivantes est un duel d'une violence inouïe. Le char North riposte avec ses tourelles restantes. Il tire avec précision malgré les dégâts, malgré la tempête, malgré les hommes qui meurent à bord. Et ses obus trouvent alors leur cible. Un projectile de 280 mm frappe le HMS Duke of York. L'explosion secoue le mât du cuirassé britannique. Des câbles volent, de la ferraille tombe, et l'écran radar du Duke of York s'éteint. Silence dans la salle de commandement britannique. Sans radar, Fraser ne peut plus ajuster ses tirs dans l'obscurité totale. Le char North commence à prendre de la distance. Le point lumineux sur l'écran vide se déplace vers la droite, vers l'est, vers la liberté. C'est à ce moment précis qu'un homme décide que ce n'est pas acceptable. Le lieutenant Harold Bates a peut-être 25 ans, peut-être 26. Les archives ne sont pas précises sur ce point. Ce qu'on sait, c'est qu'il regarde l'écran radar éteint. Il regarde le mât du navire, il regarde la tempête qui fait rage autour de lui, et il prend une décision que personne ne lui a demandé de prendre. Il commence à grimper. Le mât du Duke of York n'est pas conçu pour être escaladé en pleine bataille navale par une tempête arctique, sous le souffle des canons de 356 mm qui continuent de tirer à quelques mètres de lui. L'acier est recouvert de glace. Chaque prise est un pari. Chaque centimètre gagné vers le haut est arraché au vent, au froid, aux vibrations des explosions qui secouent tout le navire. En dessous de lui, les canons tirent. Le souffle des détonations menace de l'arracher du mât à chaque salve. La mer déferle sur le pont. 30 mètres plus bas, Bates grimpe quand même. Il atteint l'antenne radar. Ses mains sont gelées. Ses doigts ne répondent plus normalement. Il travaille à l'aveugle, dans le noir, sous les détonations. Il redresse l'antenne. Il ressoude les connexions à la main. Et l'écran radar se rallume. Cible repérée, 22 milliards. Fraser n'a pas un mot pour Bates. Pas le temps. Les tourelles pivotent. Les canons s'élèvent. Les calculs sont faits en quelques secondes. Feu. Les obus de 356 mm voyagent pendant 30 secondes dans le ciel noir de l'Arctique. 30 secondes d'éternité. Sur le char North, personne ne les voit venir. Personne ne peut les voir venir. Pas de radar, pas de visibilité,
Juste la tempête et l'obscurité. Le premier obus perce le blindage supérieur du Scharnhorst. Il traverse plusieurs ponts. Et il explose directement dans la salle des chaudières numéro 1. L'effet est immédiat et catastrophique. La vapeur s'échappe partout. Les tuyaux explosent. Les mécaniciens qui travaillent dans cette salle n'ont aucune chance. Et la vitesse du Scharnhorst, sa vitesse légendaire, la seule chose qui pouvait encore le sauver, commence à chuter. 31 nœuds, 25 nœuds, 20 nœuds. B envoie son dernier message au commandement allemand. Ses mots sont simples, directs. Comme lui, nous combattrons jusqu'au dernier obus. La meute arrive. Les destroyers britanniques, qui escortaient le Duke of York depuis le début, convergent sur le Scharnhorst ralenti. Ils zigzaguent sous les tirs secondaires allemands. Certains sont touchés, certains perdent des hommes. Mais ils continuent, les torpilles partent par vagues. Une torpille, 2, 3. Le Scharnhorst encaisse. Il tremble. Il continue de tirer. Ses servants d'artillerie restent à leur poste jusqu'au bout, jusqu'à ce que leurs pièces soient détruites, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de munitions, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus physiquement tenir debout.